Aucun médecin n'avait réussi à diagnostiquer le PDG millionnaire, jusqu'à ce que la jeune infirmière dise quelque chose qui a choqué toute la salle. Pierre Dubois n'était pas seulement le visage d'une start-up en pleine ascension, il en était le moteur, la voix, le souffle. À 35 ans, il dirigeait Nexaris, une entreprise spécialisée en technologie durable, saluée par la presse comme la plus belle promesse française de la décennie. Charismatique, élégant, toujours alerte, il incarnait le rêve entrepreneurial à la française. Ceux qui travaillaient avec lui le décrivaient comme une tornade de lucidité et d'énergie capable de transformer une idée confuse en un projet viable en quelques heures. Mais au fil des semaines, quelque chose s'était brisé. Subtilement d'abord, puis de manière plus évidente, Pierre semblait perdre pied. Lors d'une présentation stratégique face aux investisseurs, il s'était interrompu en pleine phrase, fixant le vide sans raison. Il avait ensuite tenté de reprendre, mais ses mots s'étaient emmêlés, ses gestes devenus lents, hésitants. On avait mis cela sur le compte de la fatigue, de la pression. Mais ce n'était que le début. Les membres du conseil d'administration avaient commencé à s'interroger. Pierre arrivait en retard aux réunions, parfois incapable de formuler une phrase complète. Un jour, en pleine visioconférence, il avait oublié le nom d'un des partenaires historiques de la société, pourtant avec lui depuis les débuts. Ce fut un signal d'alarme. Les murmures se multiplièrent dans les couloirs vitrés de l'immeuble haussmannien qui abritait les bureaux de Nexaris. Des employés qui l'avaient autrefois admiré baissaient les yeux quand il passait, inquiets de voir leur modèle se fissurer. Le changement était d'autant plus déroutant que Pierre, malgré tout, restait physiquement inchangé. Son regard bleu acier gardait sa vivacité apparente. Son sourire, quand il apparaissait, semblait sincère. Mais ceux qui prêtaient attention voyaient bien que quelque chose clochait. Son rythme était brisé, son éloquence effacée. Ses décisions autrefois tranchantes devenaient floues, hésitantes. Il se retirait lentement de lui-même, comme si son esprit se brouillait de l'intérieur. Lors d'une réunion interne décisive sur le lancement d'un nouveau produit, Pierre avait fixé l'écran sans rien dire pendant plusieurs longues minutes. Un silence pesant s'était installé dans la pièce, personne n'osant intervenir. Puis il avait simplement dit « Je crois qu'il faut que je m'absente quelque temps ». Ce fut sa dernière apparition dans les bureaux de Nexaris avant son admission à l'hôpital. L'annonce de son hospitalisation, transmise discrètement aux actionnaires sous prétexte d'un épuisement professionnel, provoqua une onde de choc. On attendait de lui qu'il revienne bientôt, réparé, prêt à reprendre les rênes. Mais en vérité, personne ne savait ce qu'il avait. Ni lui, ni les médecins, ni ses proches. Ce n'était pas un simple burn-out, il le sentait. Quelque chose profondément enfoui était en train de céder. Pierre avait toujours été un homme de contrôle. Depuis son enfance dans les rues bourgeoises du 7e arrondissement jusqu'à ses études brillantes à HEC, il avait appris à tout gérer, ses émotions, son image, son avenir. Mais aujourd'hui, face à ce qui lui échappait, il se retrouvait vulnérable comme jamais. Allongé dans une chambre impersonnelle du prestigieux hôpital Georges Pompidou, il fermait les yeux, en espérant que, peut-être demain, les mots reviendraient sans se heurter à ce mur invisible. Claire Morel n'avait jamais mis les pieds à Paris avant ce jour de septembre, où elle descendit du train à la gare Montparnasse, sa valise encore recouverte de poussière bretonne. À 24 ans, elle venait de terminer ses études d'infirmière à Brest. Et malgré les recommandations de ses professeurs pour qu'elle reste en province, elle avait accepté un poste dans la capitale, attirée par le prestige et l'exigence du célèbre hôpital Georges Pompidou. Pour elle, c'était une chance unique de prouver qu'elle valait quelque chose, même si elle n'en avait encore jamais dit à personne, pas même à sa mère, restée à Quimper. Le premier jour, tout était trop rapide. Les couloirs, trop longs, les visages trop pressés, les instructions données à la volée dans un jargon souvent incompréhensible. Elle notait tout dans un petit carnet à spirale qu'elle gardait toujours dans la poche gauche de sa blouse. Personne ne semblait vraiment remarquer sa présence, sauf pour lui tendre une pile de dossiers ou lui indiquer d'un geste sec une chambre à nettoyer, un patient à surveiller, une injection à préparer. L'équipe soignante était efficace, mais distante, usée par le rythme effréné et les attentes démesurées des familles et des médecins. Claire, avec son accent légèrement chantant et sa manière douce d'aborder les gens, jurait dans ce décor aseptisé.
Ce fut lors de son 2e jour de travail qu'elle fut affectée à l'aile des soins spéciaux, un secteur réservé aux cas sensibles, souvent liés à des personnalités médiatiques, politiques ou économiques. Là, dans une chambre, sans nom surveillée discrètement par 2 agents de sécurité, se trouvait Pierre Dubois. On ne l'avait pas identifié immédiatement, le nom du patient était codé sur les dossiers et aucun journaliste n'avait encore réussi à percer le secret de sa localisation. Mais Claire, en passant la porte, avait reconnu l'homme qu'elle avait vu tant de fois dans les magazines économiques ou à la télévision. Il était allongé sur le lit, vêtu d'un pyjama gris clair, le regard perdu dans la lumière tamisée du plafond. Elle s'était approchée doucement, annonçant sa présence d'une voix posée. « Bonjour, monsieur Dubois, je suis Claire. Je m'occupe de vous aujourd'hui. » Il avait tourné la tête lentement, ses yeux se fixant sur elle avec une intensité désarmante, mais sans dire un mot. Juste un hochement de tête, une poignée de secondes qui semblèrent suspendre le temps. Les notes médicales qu'elle avait lues avant d'entrer étaient déroutantes. Tous les examens neurologiques de Pierre étaient normaux. Les scanners cérébraux, les tests moteurs, les électroencéphalogrammes, rien n'indiquait de pathologie identifiable. Pourtant, les rapports décrivaient des épisodes incohérents de perte de coordination, de mutisme passager, de tremblements inexpliqués. Le protocole imposait la surveillance attentive des signes vitaux, mais Claire fit plus que cela. Elle observa, silencieusement, sans chercher à intervenir, sans imposer une grille d'analyse trop rigide. Elle regarda cet homme autrefois si puissant, désormais fragilisé par un mal invisible, et elle écouta les silences, les gestes manqués, les regards fuyants. À la fin de son service, elle retourna voir Pierre une dernière fois. Il dormait. Elle resta là quelques instants, en retrait. Quelque chose en elle lui disait que ce patient-là n'était pas un cas comme les autres. Pas seulement à cause de son statut, mais parce qu'elle percevait, derrière l'effondrement, une résistance étrange. Comme si Pierre luttait contre un ennemi que personne ne voyait, pas même lui. Depuis 2 semaines, Pierre Dubois était hospitalisé dans l'aile la plus discrète de l'hôpital Georges Pompidou. Entouré d'une équipe restreinte de spécialistes, il avait subi tous les examens que la médecine moderne pouvait offrir. Du scanner à haute résolution aux analyses métaboliques les plus poussées, rien n'avait été laissé au hasard. À la tête de l'équipe se trouvait le docteur Laurent Favre, neurologue réputé pour son calme implacable et sa rigueur scientifique. Il avait vu défiler des cas rares, des pathologies déguisées, des diagnostics échappant au premier, regards, mais celui de Pierre lui échappait totalement. Les résultats sont normaux, avait-il répété lors de la dernière réunion de suivi. Aucune lésion, aucun marqueur pathologique, aucune anomalie détectable. Et pourtant, les symptômes persistants. Autour de la table, les autres membres de l'équipe hochèrent la tête avec gravité. Tous avaient constaté les accès de confusion, les gestes désordonnés, les blancs soudains dans le discours de Pierre. Des signes clairs d'un dérèglement. Mais lequel? Pierre, lui, oscillait entre frustration et résignation. Il se sentait parfois lucide, capable de raisonner, de penser clairement. Et puis, sans prévenir, tout s'effondrait. Sa langue devenait lourde, ses pensées se désorganisaient, comme si une autre volonté se glissait entre lui et son propre esprit. Il essayait de suivre ce qui se disait autour de lui, de comprendre ce qu'on lui faisait. Mais tout semblait lui glisser entre les doigts. Il perdait le fil de ses idées comme on perd ses clés dans une maison trop grande, trop silencieuse. Les visites de sa sœur Camille, rares mais précieuses, n'apportaient qu'un réconfort éphémère. Elle tentait de le rassurer, de lui parler comme avant, de lui rappeler qu'il était fort, qu'il avait surmonté bien pire. Mais chaque fois, il finissait par détourner les yeux. Il ne voulait pas qu'elle voie à quel point il doutait, à quel point il avait peur. Le plus troublant était cette absence de diagnostic. Si au moins on lui avait dit « Vous souffrez de telle maladie », il aurait pu se battre contre quelque chose. Mais là, il n'y avait rien. Juste un vide, une zone d'ombre dans laquelle il tombait encore et encore. Et le pire était cette impression de n'être pas cru. Comme si, derrière les regards polis des médecins, il devinait une suspicion croissante, un doute sur la véracité de ses symptômes. Était-ce dans sa tête? Était-il en train de devenir fou? À chaque examen, à chaque test, il espérait une réponse.
Il s'accrochait à la moindre anomalie comme à une bouée. Mais invariablement, les résultats revenaient vierges. « Nous ne voyons rien d'anormal. » Et cette phrase, répétée comme une sentence, devenait pour lui un poison. Il n'y avait rien à voir, donc il n'y avait rien à comprendre. Et s'il n'y avait rien à comprendre, comment allait-il s'en sortir? Allongé sur son lit, les yeux fixés sur le plafond, Pierre se sentait prisonnier d'un corps qui ne lui obéissait plus. Parfois, il pensait à ses collaborateurs, à ses projets, à cette entreprise qu'il avait construite de toutes pièces. Il se demandait ce qu'il pensait de lui maintenant. Un dirigeant incapable de s'exprimer, sans bafouiller. Un homme brisé par une cause que personne ne savait nommer. Et cette pensée, plus que toute autre, le rongeait lentement. Claire avait commencé à passer un peu plus de temps dans la chambre de Pierre, sous prétexte de soins de routine. Elle but, s'efforçait de rester discrète, professionnelle, mais son attention allait bien au-delà des gestes infirmiers. Tandis que les médecins discutaient de résultats d'examen et ajustaient des protocoles stériles, elle observait. Les rythmes, les silences, les hésitations. Et surtout, elle écoutait. Ce qu'elle remarqua d'abord, ce fut la récurrence des symptômes selon certaines heures précises. Pierre semblait plus vulnérable en fin de matinée, vers 11 heures. Son regard se perdait. Ses mains tremblaient davantage. Ses mots s'évanouissaient dans un effort invisible. Ce phénomène, étrange et régulier, passait inaperçu aux yeux de l'équipe médicale, focalisée sur des relevés objectifs. Claire, elle, notait dans son carnet chaque apparition, chaque détail, les gestes qu'il répétait sans en avoir conscience, les phrases interrompues, les regards fuyants. Elle réalisa aussi que les crises s'intensifiaient après certaines conversations, notamment celles où l'on évoquait l'entreprise. Un jour, en remettant un plateau sur la table de nuit, elle avait entendu un des médecins mentionner en passant le nom de Nexaris. À peine ce mot avait-il été prononcé que Pierre s'était figé, ses pupilles se dilatant, son souffle devenant plus rapide. Il n'avait rien dit, mais sa main droite s'était crispée sur le drap, tremblante, comme sous un choc électrique. Claire comprit alors que ces symptômes n'étaient pas aléatoires. Ils répondaient à quelque chose, à des stimuli précis, mais quoi exactement? Elle se mit à dresser une chronologie secrète, reprenant les observations accumulées. Elle fit correspondre les horaires, les circonstances, les sujets évoqués avec les moments où les troubles se déclenchaient. Une ligne semblait se dessiner, floue mais persistante. Elle tenta d'en parler timidement lors d'un échange informel dans la salle de repos. « Vous avez remarqué que ces crises surviennent souvent après qu'on a évoqué certains sujets ?» demanda-t-elle à une collègue. Mais l'autre haussa les épaules, trop fatigué pour réfléchir à des subtilités. « Ce genre de choses, c'est dans ta tête. Tu verras, avec le temps, on apprend à ne plus trop chercher de logique. » Claire ne répondit rien, mais cette indifférence ne la dissuada pas. Au contraire, elle raffermit sa conviction. Ce qui la frappa le plus fut un moment presque insignifiant. Un soir, alors qu'elle prenait la tension de Pierre, il avait murmuré quelque chose d'à peine audible. « Ce n'est pas mon corps, c'est comme... autre chose. » Elle l'avait regardé, cherchant à capter ses mots. Il n'avait pas continué. Mais cette phrase résonna en elle. Comme autre chose? Qu'avait-il voulu dire? Que ce n'était pas physique, que c'était plus profond. En relisant ses notes ce soir-là dans son petit studio du 15e arrondissement, Claire sentit une intuition grandir en elle. Et si ce que personne ne voyait n'était pas une maladie du cerveau mais une réaction du cœur, un mécanisme que l'esprit mettait en place pour ne pas affronter quelque chose d'autre. Elle n'avait pas les mots techniques pour le formuler, pas la légitimité pour le proposer. Mais elle savait qu'elle voyait ce que personne d'autre ne voulait voir. Ce fut un détail infime, presque ridicule, pour quiconque n'y prêtait pas attention. Mais pour Claire, ce moment changea tout. Ce jour-là, la sœur de Pierre, Camille, lui rendait visite dans la discrétion habituelle, après avoir prévenu le personnel par téléphone. Claire, en charge du service à cette heure-là, était présente dans la chambre, occupant le coin en silence, pendant que les deux parlaient doucement. Camille tentait d'égayer son frère, lui parlant d'anecdotes de leur enfance, de souvenirs de vacances sur la côte basque, et, à un moment donné, elle mentionna un projet scolaire qu'ils avaient imaginé ensemble, un prototype de cabane qu'ils avaient construit avec leur père. Elle dit en riant, « Tu te souviens? Tu l'appelais notre premier prototypage. » Pierre ouvrit la bouche pour répondre,
Mais le mot resta suspendu. Il répéta lentement « proto », puis s'interrompit, le regard vide, la mâchoire crispée. Il détourna les yeux et changea brusquement de sujet, comme si un signal d'alarme interne l'avait stoppé net. Claire, en retrait, sentit une tension traverser la pièce. Ce n'était pas une simple difficulté d'élocution. Ce n'était pas de l'oubli, c'était une rupture. Elle fit semblant de continuer à ranger quelques dossiers tout en jetant un coup d'œil discret à Pierre. Il avait retrouvé une posture neutre, mais son visage restait fermé. Camille, elle, sembla n'avoir rien remarqué, poursuivant la conversation sans insister. Quand elle quitta la chambre, Claire resta un moment près de la fenêtre, le regard tourné vers la lumière grise de l'après-midi. Ce mot, ou plutôt ce non-dit, lui semblait crucial. Il avait provoqué une réaction démesurée, disproportionnée, presque défensive. Elle nota immédiatement l'événement dans son carnet. Blocage sur le mot prototypage, réaction d'évitement, lien possible avec souvenir d'enfance ou symbolique professionnelle. Cette nuit-là, poussée par une intuition de plus en plus vive, elle commença à faire des recherches, non pas dans les bases de données médicales, mais dans les archives de la presse économique, les interviews passées de Pierre, les rapports publics de Nexaris. Elle voulait comprendre ce que ce mot pouvait signifier dans sa trajectoire. Elle découvrit que prototypage avait été un terme clé dans les débuts de l'entreprise. C'était l'un des piliers du discours de Pierre lors des levées de fonds, le modèle de rapidité et d'innovation des prototypes développés par son équipe. Effet troublant, dans une entrevue datant d'environ 1 an, Pierre avait affirmé que c'était précisément lors du développement d'un certain prototype que les tensions avaient commencé entre lui et son ancien associé, Éric Martin. 1 mois après cet entretien, Éric avait été écarté dans des circonstances floues. Claire fit le lien. Ce mot, pour Pierre, n'était pas un simple terme technique. Il portait une charge émotionnelle. Il était lié à une fracture, à un conflit, peut-être même à une culpabilité. Et ce blocage, ce refus inconscient de le prononcer, n'avait rien de neurologique. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus enfoui, un verrou. Elle ne savait pas encore comment l'exprimer clairement au médecin, mais elle savait désormais qu'elle ne se trompait pas. Pierre n'était pas malade au sens traditionnel. Il se battait contre un poids intérieur, un nœud invisible que personne n'avait encore pris la peine de dénouer. Claire hésita, longtemps avant de franchir la porte du bureau du docteur Favre. Elle tenait entre ses mains un dossier qu'elle avait préparé en cachette. Ses notes manuscrites, les horaires des crises, les réactions aux mots spécifiques et surtout l'analyse de l'épisode du prototypage. Elle savait que son initiative pourrait être mal perçue. Elle n'était qu'une infirmière débutante, sans spécialité, sans autorité clinique. Mais elle ne pouvait plus garder pour elle ses observations, car elle avait l'intime conviction que ce qu'elle voyait comptait, et que personne d'autre ne regardait. Le docteur Favre leva à peine les yeux quand elle entra. Il était concentré sur un dossier, assis derrière un bureau méticuleusement rangé. « Infirmière Morel ?» dit-il d'un ton neutre. Elle répondit d'un hochement de tête, légèrement tendu. Il fit signe qu'elle pouvait parler. Claire prit une inspiration profonde et d'une voix calme commença à exposer ce qu'elle avait remarqué. Elle parla des horaires précis des crises, de leur corrélation avec certains sujets de conversation, du lien entre les symptômes et des mots déclencheurs. Puis, elle évoqua l'épisode du mot « prototypage », la réaction de Pierre. C'est « recherche personnelle sur l'histoire de Nexaris », le conflit avec l'ancien associé. Elle n'avançait pas de diagnostic, seulement des faits, des connexions qu'elle avait notées avec attention. Quand elle termina, elle déposa doucement le dossier sur le bureau. Le silence qui suivit fut glacial. Le docteur Favre la regarda, un long moment sans expression. Puis il se redressa légèrement et répondit d'un ton ferme « Infirmière, je comprends votre zèle, mais vous devez rester à votre place. Nous travaillons avec des données objectives, validées scientifiquement. Vos impressions, si louables soient-elles, ne peuvent pas influencer le protocole médical. » Il écarta le dossier du bout des doigts. « Vous êtes ici pour appliquer les traitements, pas pour les interpréter. » Claire sentit ses joues s'enflammer. Elle ne répondit pas immédiatement, de peur que sa voix ne trahisse son émotion. Puis elle hocha la tête, rassemblant ses papiers avec lenteur, en silence. En quittant le bureau, elle comprit que ses paroles avaient glissé sur un mur. Elle n'avait pas été écoutée.
Pire, elle avait été rabaissée. Comme si ce qu'elle voyait, ce qu'elle comprenait intuitivement, n'avait aucune valeur. Ce soir-là, elle envisagea sérieusement de quitter l'hôpital. Elle se sentait étrangère, inutile, effacée. Son regard, si aiguisé pour détecter les non-dits chez les patients, ne trouvait aucun écho dans l'institution. Mais en repensant à Pierre, à son regard perdu, à ses efforts pour parler, à ce mot impossible à prononcer, elle comprit que ce n'était pas le moment de partir. Quelque chose en elle refusait de l'abandonner. Assise sur son lit, dans la pénombre de sa petite chambre parisienne, Claire serra son carnet contre elle. Si le système ne voulait pas voir, alors elle continuerait à regarder. Si les experts refusaient d'écouter, elle continuerait à écouter. Parce que parfois, ce qui sauve une vie ne vient pas d'un diagnostic, mais d'un regard humain posé là où personne ne veut regarder. Refusée, rabaissée, mise de côté, Claire aurait pu abandonner. Mais l'indifférence du docteur Favre avait eu un effet contraire. Elle s'était sentie plus responsable que jamais. Si personne dans cet hôpital ne voulait entendre ce qu'elle percevait, alors elle prendrait sur elle de chercher les réponses là où la science ne posait pas les yeux. Elle ne cherchait plus à être entendue. Elle voulait simplement comprendre et aider. Ainsi commença ce que Claire appelait en silence sa propre investigation. Chaque soir, après ses heures de travail, elle s'installait dans un coin discret de la bibliothèque de l'hôpital ou à son domicile, son ordinateur portable ouvert sur des dizaines d'onglets. Elle consulta d'anciens articles de presse, remonta les archives publiques de Nexaris, parcourut des forums professionnels, analysa des vidéos d'interviews de Pierre, fouilla des publications financières. Elle découvrit rapidement une ligne temporelle troublante. 6 mois auparavant, Nexaris avait été secoué par un scandale discret mais réel. Une levée de fonds annoncée comme spectaculaire avait été ternie par le départ soudain de l'un des cofondateurs, Éric Martin. À l'époque, la presse avait salué le sang-froid de Pierre, qui avait pris les commandes seul. Mais en lisant entre les lignes, Claire vit autre chose, des contradictions, des silences. Une tension palpable dans les réponses de Pierre lorsqu'il évoquait ce départ. Puis elle tomba sur un communiqué interne, divulgué anonymement sur un site spécialisé. Il évoquait un désaccord profond sur la stratégie de développement, un conflit autour de la gestion d'un prototype. Ce même prototype mentionné dans l'épisode du mot oublié. Pierre avait décidé seul, contre l'avis de son associé. Le projet avait avancé, mais à un coût personnel évident. Rupture du partenariat, pression médiatique, nuit sans sommeil. Claire comprit que ce n'était pas seulement une divergence d'opinion. C'était une trahison vécue de part et d'autre. Un effondrement intime, professionnel, moral. Et ce fut exactement à cette période que, selon un article discret du journal Les Échos, Pierre avait annulé plusieurs apparitions publiques, invoquant des raisons personnelles. Quelques semaines plus tard, il entrait à l'hôpital. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. Elle retourna à ses notes et ajouta une nouvelle section, lien entre le début des symptômes et la rupture professionnelle majeure. Hypothèse, réponse corporelle à une dissonance. Psychique non traitée, elle n'avait pas les outils pour poser un diagnostic, mais elle commençait à voir le motif dans le tapis, comme un puzzle dont les pièces s'emboîtaient lentement. Elle évita désormais les réunions médicales où elle n'était pas la bienvenue, mais continuait à prendre soin de Pierre avec une attention particulière. Il avait remarqué sa présence régulière, son calme, sa patience. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais parfois leurs regards se croisaient avec une reconnaissance silencieuse, comme s'il devinait, sans pouvoir le dire, qu'elle cherchait ce que tous les autres avaient cessé de chercher. La dégradation fut brutale. Jusque-là, les épisodes de confusion de Pierre survenaient de manière ponctuelle, prévisible pour Claire, mais toujours ignorée du reste de l'équipe. Mais ce matin-là, alors qu'une réunion d'évaluation avait été exceptionnellement programmée dans une salle attenante à l'aile des soins spéciaux, tout bascula. Le docteur Favre avait voulu tester la réactivité cognitive de Pierre en présence de l'ensemble de l'équipe médicale, espérant ainsi obtenir une trace observable, objectivable, mesurable. Claire, bien que tenue à l'écart, fut autorisée à rester en tant qu'infirmière de soutien. Elle se tint en retrait près du mur, silencieuse, attentive. Pierre entra dans la pièce accompagné de 2 aides-soignants. Il avait l'air fatigué mais calme. On lui demanda de s'asseoir à une table, de répondre à quelques questions simples, orientation temporelle,
identification d'objets, récitation de séries numériques. Il s'en sortit correctement, avec quelques hésitations. Puis vint une question anodine en apparence. Pouvez-vous nous dire ce que vous auriez changé dans le dernier trimestre de stratégie de Nexaris avec le recul? Le silence tomba aussitôt. Claire sentit la tension glisser dans la pièce comme une brume glaciale. Pierre ouvrit la bouche, comme pour parler, puis rien. Son regard se vida, ses lèvres tremblèrent. Il tenta de bouger sa main droite, mais elle resta figée. Sa respiration s'accéléra brusquement, ses yeux s'embuèrent. Il leva la main gauche à mi-hauteur, puis s'effondra à moitié sur la table, le corps parcouru de spasmes violents. La panique s'installa. Un des internes courut chercher de l'aide, tandis qu'un autre tenta de soutenir Pierre. Le docteur Favre ordonna l'administration immédiate d'un sédatif léger. Claire, sans attendre d'autorisation, s'approcha et prit la main du patient, cherchant son regard. Il tremblait de tout son être, les lèvres entr'ouvertes, muet, terrifié. Ce ne fut qu'au bout de plusieurs longues minutes que Pierre reprit ses esprits, le regard fuyant, muré dans un mutisme absolu. Le silence après la crise fut plus lourd encore que le chaos lui-même. Le docteur Favre, visiblement ébranlé, murmura quelque chose à un collègue. Peu après, il prononça une phrase que Claire entendit distinctement. Il va falloir envisager une évaluation psychiatrique plus approfondie, peut-être une hospitalisation complète. Ce fut comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Claire. Ils étaient prêts à transférer Pierre vers la psychiatrie sans comprendre ce qu'il vivait. Ils le voyaient comme instable, fragile, délirant peut-être. Mais aucun ne semblait avoir saisi la nature de cette crise, le contexte, la question qui l'avait déclenchée. Claire resta figée sur place après la dispersion de la salle. Elle voyait devant elle non pas un patient délirant, mais un homme en train de hurler sans mots, de supplier d'être entendu autrement. Elle vit dans ses yeux cette détresse pure, celle de celui qui se bat non contre une maladie, mais contre l'indifférence des autres, et contre une douleur intérieure si lourde qu'elle se manifeste dans la chair. Ce soir-là, elle n'écrivit rien dans son carnet. Elle resta simplement assise, les mains jointes, à fixer le vide de sa chambre. Elle ne doutait plus. Ce qu'elle avait vu aujourd'hui était la preuve ultime. Pierre n'était pas fou, il était enfermé. Et il fallait trouver la clé avant qu'il ne l'enferme pour de bon. Les jours suivants, Claire travailla avec une intensité silencieuse, comme si elle marchait sur le fil d'un rasoir. Pierre avait été placé sous observation psychiatrique temporaire, mais conservait sa chambre dans l'aile des soins spéciaux, à la demande expresse de sa sœur Camille, qui s'était interposée discrètement. Cette dernière, inquiète mais prudente, avait demandé des explications détaillées. Sans obtenir de réponse convaincante, Claire comprit que le moment était venu. Un soir, profitant d'un moment de calme, Claire aborda Camille à la sortie de l'ascenseur du 7e étage. Elle avait hésité longtemps, mais désormais elle n'avait plus le luxe du doute. Elle lui parla de ses observations, de ce qu'elle avait vu dans les yeux de Pierre, de ce mot qu'il ne pouvait pas prononcer, des crises déclenchées par des souvenirs précis, et surtout de son hypothèse. Pierre ne souffrait pas d'un trouble neurologique, mais d'un trauma émotionnel tellement intense que son corps s'en faisait l'écho. Camille ne dit pas un mot pendant plusieurs minutes, puis elle la regarda longuement. « Vous croyez vraiment pouvoir l'aider » demanda-t-elle simplement. Claire répondit sans détour. « Je crois qu'il essaie de parler autrement, et qu'il me reste à comprendre ce qu'il dit. » Avec l'accord tacite de Camille, Claire obtint accès à quelques documents personnels appartenant à Pierre. Vieux carnets, coupures de presse, entretiens anciens. Elle tomba alors sur une vidéo oubliée, une entrevue réalisée peu après une levée de fonds majeure 2 ans plus tôt. Pierre y apparaissait serein, confiant. Mais un passage retint son attention. Interrogé sur ce qu'il craignait le plus dans son parcours, il avait répondu, presque en riant, « Décevoir ceux qui ont cru en moi. Je peux supporter l'échec, pas la trahison, et encore moins l'idée que je sois celui qui trahit. » Claire resta figée. Ces mots résonnaient étrangement avec tout ce qu'elle avait observé. Et si, justement, c'était ce sentiment de trahison, infligé ou subi, qui avait déclenché l'effondrement. Elle relut ses notes, recroisa les dates, la rupture avec Éric, la crise publique qui avait suivi, les décisions prises dans l'urgence. Elle comprit que Pierre n'avait pas seulement perdu un associé, il avait peut-être renoncé à une part de lui-même, à ses valeurs, à un rêve fondateur.
Son esprit, incapable de formuler cette fracture, avait trouvé une autre voie, le corps. Ce corps qui tremblait, qui bloquait la parole, qui criait sans mots, chaque fois que revenait une image, un mot, un souvenir lié à cette trahison originelle. C'était un mécanisme de défense extrême. Une conversion silencieuse que seule une écoute attentive pouvait percevoir. Forte de cette intuition, Claire retourna voir Camille. Cette fois, elle apporta avec elle le dossier complet de ses observations. Date, description, hypothèse, tout y figurait. Elle ne demanda pas à Camille d'y croire. Elle demanda seulement qu'on l'écoute. À la fin de son exposé, Camille resta longtemps immobile, puis murmura « Je vais organiser une réunion avec l'équipe médicale. Vous parlerez. » Claire sentit un frisson parcourir son dos. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas sans conséquence. Mais elle savait aussi que Pierre avait besoin de cette voix, la sienne, pour dire ce qu'il ne pouvait plus formuler lui-même. La réunion fut convoquée un mardi matin, dans une salle vitrée du 8e étage. Autour de la table, les membres de l'équipe médicale s'installèrent avec l'attitude tendue de ceux qui savaient qu'on allait remettre en question l'autorité de leur diagnostic. Le docteur Favre, droit dans son fauteuil, gardait une expression fermée. À ses côtés, 2 psychiatres du service voisin, récemment appelés à donner leur avis sur l'état de Pierre, feuilletaient déjà les premiers comptes rendus. Camille Dubois était là aussi, assise à l'écart, bras croisés, le regard fixé sur Claire. Claire entra avec son dossier serré contre elle. Son uniforme blanc tranchait avec les costumes sombres autour de la table. Elle n'était pas là pour convaincre, seulement pour montrer ce qu'elle avait vu. Elle posa calmement ses papiers, puis commença à parler. Elle présenta d'abord les observations les plus simples, les horaires des épisodes, les déclencheurs. Précis, les gestes répétés. Elle montra des relevés croisés, des graphiques manuels, des retranscriptions brèves de certains échanges. Puis elle évoqua les mots sensibles, les contextes émotionnels liés aux symptômes, les phrases inachevées. Elle parla de la scène du mot prototypage, de la réaction de Pierre, de son changement brutal d'expression. Elle fit écouter un extrait audio discret, enregistré avec la permission de Camille, où Pierre prononçait « Je ne veux pas trahir », avant de se taire brusquement, comme étranglé par l'émotion. Puis elle exposa son hypothèse. D'une voix claire, sans trembler, « Ce que nous voyons n'est pas une maladie organique. Ce sont des symptômes de conversion. Le corps de M. Dubois réagit à un traumatisme psychique qu'il n'a pas pu verbaliser. Ce n'est pas son cerveau qui faillit, c'est ce qu'il n'a jamais pu se permettre de sentir. » Un silence monumental s'installa. Le docteur Favre s'appuya lentement contre son dossier, les doigts croisés. Il ne dit rien. Les psychiatres échangèrent un regard. Claire, debout, immobile, les laissa absorber. Elle savait qu'elle avait déplacé quelque chose. Elle termina en posant doucement une copie de son dossier au centre de la table. « Je ne prétends pas détenir la vérité, mais j'ai vu des choses qu'aucun test n'a détectées, et je pense que cela mérite d'être exploré. » Camille prit la parole, brisant enfin le silence. « Je soutiens entièrement ce qui vient d'être dit, et je demande officiellement que cette hypothèse soit prise en compte dans l'évaluation clinique de mon frère. » Les psychiatres hochèrent lentement la tête. L'un d'eux, le docteur Marceau, prit la parole d'une voix posée. « Nous allons reconsidérer l'ensemble du dossier avec une approche neuropsychiatrique complète. Ce que vous décrivez correspond à un cadre que nous connaissons, mais qui reste difficile à identifier sans contexte émotionnel. Vous avez apporté ce contexte. » Claire se retira après avoir remercié sobrement. En sortant de la salle, elle croisa le regard de Camille, empreint d'une profonde reconnaissance. Elle ne savait pas encore quelles seraient les conséquences exactes de cette réunion, mais elle avait accompli ce qu'elle s'était jurée de faire, donner une voix à ce qui n'était pas entendu, rétablir l'humanité dans un monde de protocoles, et surtout, ouvrir une porte que personne n'avait osé pousser. Les jours qui suivirent la réunion furent marqués par un changement subtil mais décisif. Pour la première fois depuis le début de son hospitalisation, Pierre fut soumis à une évaluation psychologique complète, menée par une équipe de neuropsychiatres convoquée spécialement par le docteur Marceau. Claire, bien qu'écartée de la procédure officielle, fut discrètement tenue informée par Camille, qui avait désormais pris un rôle actif dans les décisions médicales. Le diagnostic ne tarda pas à tomber. Trouble de conversion psychogène.
Une pathologie rare, souvent mal comprise, dans laquelle l'esprit, incapable de supporter une charge émotionnelle ou un traumatisme, la convertit en symptôme physique. Une paralysie qui n'est pas feinte, mais réelle, provoquée non par une lésion, mais par un conflit intérieur si violent qu'il submerge les mécanismes habituels de la conscience. Ce jour-là, Claire reçut un message de Camille, court mais lourd de sens. « Vous aviez raison, merci ». La nouvelle se propagea lentement dans les couloirs de l'hôpital. Le docteur Favre, pour la première fois, aborda Claire dans la salle de repos. Il ne s'excusa pas, mais son regard était moins froid. Ce que vous avez observé nécessitait du courage et de la perspicacité. Je n'ai pas su le voir. Vous, si. Ce fut tout, mais c'était suffisant. Pierre Kant, lui, fut informé du diagnostic avec une prudence infinie. Il ne parla pas beaucoup ce jour-là, mais ses yeux se remplirent d'une émotion complexe, un mélange de soulagement et de peur. Enfin, une explication. Enfin, des mots mis sur l'indicible. Il ne s'agissait pas d'une folie ni d'une défaillance incurable. Il s'agissait d'un mécanisme de protection qui avait pris le contrôle et qui pouvait désormais être démantelé. Une équipe de thérapeutes spécialisés fut mobilisée. Les premières séances furent douloureuses. Pierre hésitait à s'ouvrir, à revivre ce qu'il avait enfermé. Mais quelque chose en lui s'était fissuré. Et dans cette faille, une possibilité s'était glissée, celle de redevenir maître de ses émotions, de ne plus en être le prisonnier. Claire continua son travail avec la même rigueur, mais désormais, elle n'était plus invisible. Les médecins la consultaient, parfois discrètement, sur des cas délicats, des patients qu'on ne comprenait pas, qu'elle observait avec cette attention que rien ne remplaçait. Elle ne parlait pas beaucoup, ne revendiquait rien. Mais son carnet se remplissait de nouvelles observations, de petits miracles de perception. Et Pierre, dans sa chambre, commença à changer. Ses gestes devinrent plus assurés, ses phrases plus fluides. Il recommença à marcher dans le couloir, à lire, à écrire. Un jour, il demanda un ordinateur portable. Il ne parlait pas encore, de Nexaris, mais il écrivait longuement sur un fichier qu'il ne montrait à personne. La science, cette fois, avait écouté, parce que quelqu'un avait eu le courage de murmurer là où les autres criaient. Et dans ce murmure, un homme avait commencé à guérir. Le retour de Pierre à lui-même ne fut ni soudain ni spectaculaire. Il n'y eut pas de transformation visible d'un jour à l'autre, mais plutôt une reconstruction lente, fragile, méthodique. Chaque séance de thérapie ouvrait une brèche dans le mur qu'il avait bâti en silence. Les mots revenaient, d'abord hésitants, puis plus assurés. Des souvenirs enfouis refaisaient surface, certains douloureux, d'autres porteurs d'une lumière oubliée. Il commença à parler de l'entreprise, d'Éric, de cette nuit où il avait signé seul une décision qu'ils avaient autrefois juré de ne jamais prendre sans se consulter. Il parla de la trahison qu'il avait ressentie, mais aussi de la peur d'avoir été lui-même le traître, des attentes écrasantes, du regard de ses collaborateurs, de ce besoin dévorant de ne jamais échouer. Il pleura, plusieurs fois, mais pour la première fois, il ne chercha pas à retenir ses larmes. Il comprit peu à peu que ce qu'il avait fui, ce n'était pas l'échec, c'était la culpabilité. La rééducation s'étendit sur plusieurs semaines. Les symptômes physiques s'atténuaient à mesure que les douleurs intérieures étaient exprimées. Claire, toujours discrète, venait le voir parfois après son service, pour de simples échanges ou un regard silencieux partagé à travers la porte entr'ouverte. Il ne parlait pas de ce qu'elle avait fait pour lui, il n'en avait pas besoin. Un simple merci soufflé un soir, alors qu'il s'apprêtait à dormir, avait suffi. L'hôpital devint pour Pierre un lieu de renaissance. Il y rencontra des professionnels qu'il n'aurait jamais côtoyés autrement, apprit à écouter les limites de son propre corps, à respecter ses émotions sans les fuir. Il renoua aussi avec sa sœur, plus présente que jamais. Ensemble, ils évoquèrent leur enfance, leurs blessures, leurs choix de vie. Camille, qui avait longtemps mis de côté sa propre souffrance, trouva dans ce dialogue une forme de réconciliation. Peu à peu, Pierre se mit à rétablir des liens rompus. Il écrivit à d'anciens collaborateurs, demanda à rencontrer Éric, sans savoir si celui-ci accepterait. Il ne cherchait pas à réparer ce qui avait été brisé, mais à reconnaître ce qui avait été vécu, par lui et par les autres. Il comprenait maintenant que la force n'était pas de tout porter seul, mais de savoir demander de l'aide. Quant à Claire, elle poursuivait son chemin avec une nouvelle confiance.
Son regard affiné par cette expérience était désormais recherché. De jeunes internes venaient l'interroger sur sa méthode d'observation. Certains médecins prenaient le temps de discuter avec elle entre 2 visites. Elle ne se mettait jamais en avant. Mais son carnet, autrefois secret, devenait un outil précieux pour l'équipe. Elle avait compris que son don ne résidait pas dans des diplômes ou des titres, mais dans sa capacité à voir l'invisible, à entendre ce qui ne se disait pas. Elle savait désormais que parfois, une intuition juste, nourrie par l'écoute et la patience, pouvait sauver une vie. Et dans ce monde si souvent pressé, où les silences sont négligés, Claire avait prouvé qu'il pouvait contenir la vérité la plus urgente. Le retour de Pierre à la vie publique se fit sans éclat. Pas de communiqué, pas d'interview, pas de grande annonce. Il rentra discrètement chez lui, passa quelques semaines à revoir ses repères, à reprendre contact avec son quotidien. La presse, à court d'informations concrètes, spéculait encore sur les raisons de son absence prolongée, évoquant un burn-out, une retraite temporaire, voire un projet secret. Lui ne disait rien. Il n'en éprouvait plus le besoin. Ce ne fut qu'un matin d'automne, dans un amphithéâtre universitaire de Lyon, qu'il reparut officiellement. Invité par une école d'ingénieurs à parler d'entrepreneuriat responsable, Pierre accepta à la condition que l'événement reste sobre, sans diffusion en direct, sans caméra. Les organisateurs acceptèrent, ravis mais intrigués. Devant une centaine d'étudiants, Pierre monta sur scène en jean et chemise simple. Il n'avait pas préparé de diaporama, seulement quelques notes, griffonnées à la main. Il commença par raconter brièvement l'histoire de Nexaris, les débuts, les espoirs, les succès. Puis il s'interrompit un moment. Le silence fut long. Personne n'osa bouger. Et alors, il parla de ce que personne n'attendait. Il raconta, sans entrer dans les détails, son effondrement. Pas comme une faiblesse, mais comme une alarme que son corps avait fini par déclencher à sa place. Il évoqua ses symptômes, l'errance diagnostique, la solitude extrême. Et surtout, il parla de ce qu'il avait découvert, que l'écoute de soi-même, de ses limites, de ses émotions, était non seulement vitale, mais salvatrice. Il prononça une phrase qui resterait longtemps dans les mémoires. Le plus difficile n'a pas été de perdre mes mots, le plus difficile a été de reconnaître ce que je n'osais pas dire. Il fit alors une pause, sortit une feuille pliée de sa poche et lut une dernière phrase. « Il y a une jeune infirmière, venue d'un petit village de Bretagne, qui m'a entendu quand personne ne m'écoutait. Elle n'a pas sauvé ma vie. Elle m'a permis de la retrouver. » Dans la salle, un murmure d'émotion traversa les rangées. Personne ne savait exactement de qui il parlait. Mais dans le fond de l'amphithéâtre, Claire, venue discrètement après avoir été invitée par Camille, sentit son cœur se serrer. Elle ne pleura pas, elle ne bougea même pas. Mais elle sourit. Pas par fierté, pas pour la reconnaissance, juste parce qu'elle savait profondément qu'elle avait fait ce qui devait être fait. Après la conférence, elle repartit sans attendre. Pierre ne la vit pas. Elle ne chercha pas à le retrouver. Ce lien, si silencieux, n'avait jamais eu besoin de mots pour exister. Et ainsi, Pierre Dubois, autrefois symbole d'une réussite éclatante, devint un homme nouveau, moins pressé, moins dur, plus attentif. Il dirigeait toujours Nexaris, mais autrement. Il laissait plus de place, plus de voix. Et surtout, il n'oublierait jamais que, parfois, les silences contiennent des vérités plus puissantes que tous les discours.